SEB est le leader du petit électroménager dans le monde, à travers le monde. C'est une présence dans 150 pays, c'est 20 000 salariés, c'est 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires et c'est surtout un incroyable portefeuille de marques. Évidemment SEB, Moulinex, mais c'est également Tefal, Krups, Roventhal, Agostina, etc. C'est un portefeuille de 24 marques sur lequel on a construit l'histoire de SEB, où l'histoire de SEB s'est construite, puisque finalement ces marques, il y a aussi pas mal d'acquisitions. Je pense à l'acquisition de Krups, à l'acquisition de Moulinex, etc. Et cette croissance qui a permis au groupe de devenir ce qu'il est aujourd'hui, à un moment on s'est dit, est-ce que ça va continuer ad vitam aeternam? Certes, on va pouvoir continuer dans l'industrie à avoir des rapprochements, à racheter potentiellement des concurrents, mais est-ce que l'industrie n'est pas en train d'évoluer? Et ce sont les questions que le groupe s'est posées en 2011-2012, en se disant, mais quel va être le poids du digital demain, dans l'économie de demain, et surtout pour SEB, qu'est-ce que ça veut dire? Donc on a lancé un programme de recherche, Open Food System, qui est un programme avec 25 partenaires autour de la table, et qui avait pour objectif d'imaginer, concevoir et développer les solutions de la cuisine de demain. Donc c'est le genre de programme qui était assez rupturiste à l'époque. Pourquoi? Parce que on était en train de partager avec 25 autres une ambition commune, ce qu'on voulait faire, et du coup également les résultats. 2, parce que le digital à l'époque, les produits connectés, les capteurs, tout ça, bon, on en parlait un petit peu, mais pas plus que ça. Et c'était vraiment novateur. Et puis ça voulait dire qu'au fond de nous-mêmes, on se posait déjà la question à l'époque de se dire, mais est-ce que les concurrents de demain, ce ne sont pas des Google, des Apple, des concurrents du digital qu'on ne voit pas ou qu'on ne voyait pas en tout cas à ce moment. Et on voit bien qu'aujourd'hui, en 2015, on se dit que oui, c'est possible que ce soit eux demain. Cookéo a été le premier produit connecté lancé donc en décembre 2014 par le groupe. L'avantage de Cookéo, c'est que c'est un produit c'est un multicuiseur qui vous assiste en fait pour cuisiner vite et bien vos plats du quotidien. Il a été lancé en mai 2012 en France. Et le principe du multicuiseur, c'était de dire j'ai 50 recettes dans l'appareil préprogrammé avec des pas à pas. Et très vite, le consommateur nous a dit, mais c'est un produit super, sauf que 50 recettes, quand on l'utilise au quotidien, c'est pas assez, il nous en faut plus. Donc en 2013, parce qu'on avait déjà la technologie prête, on a développé un système avec une clé USB qui permettait en fait d'ajouter, comme si on achetait un livre de cuisine supplémentaire, 25 recettes sur une thématique, et d'enrichir son produit avec des recettes supplémentaires. Maintenant, dès 2012, on se doutait que l'objectif final, c'était le connecter, pour la simple et bonne raison que dans ces cas-là, le produit devenait finalement un objet qu'on actualisait grâce à l'application. Et c'est ça la force de Cookéo Connect aujourd'hui. La connexion n'est pas un bénéfice en soi. La connexion, elle vient amplifier le bénéfice du produit. C'est pour ça que j'ai retracé l'historique. C'est que aujourd'hui, la connexion pour un consommateur, c'est de dire j'ai plus 50, 100 ou 150 recettes, c'est j'en ai une infinité, parce qu'il suffit que SEB m'en donne, m'en envoie des nouvelles, enrichisse l'application, j'y aurai accès, je pourrais les envoyer dans mon produit. Au niveau du pas à pas et de l'assistance pour réussir le résultat, parce que qu'est-ce qui est important pour un consommateur? Aujourd'hui, il n'achète pas un autocuiseur ou une cocotte minute, il achète une garantie du résultat. Et si je fais même un flashback en 1953, c'est ce qui a fait le succès du groupe SEB. Quand on parle aujourd'hui dans le digital de user experience, SEB l'avait compris très vite en 1953, parce que le fait de lancer sa cocotte minute avec le livre de Françoise Bernard et les 300 recettes, c'était finalement une volonté bien d'éduquer le consommateur en disant voilà, cette machine-là que vous ne connaissez pas, vous allez voir, on va vous éduquer, on va vous expliquer, et c'était ça. Cookéo, lancé décembre 2014, pourquoi on en est fier? Parce qu'à date, c'est quand même un beau succès commercial. Alors, ça représente 15% des ventes totales de Cookéo en France, la version connectée. Pour un produit qui est plutôt premium, ça montre quand même qu'il y a un attachement, enfin que les consommateurs adhèrent au concept du produit connecté dans la cuisine. Il va y en avoir beaucoup d'autres, parce que l'idée, c'est clairement pas de dire on possède une cuisine ou on est dans la cuisine connectée avec juste un produit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, vraisemblablement, il y en aura d'autres. Je pourrais citer l'Actifry qui devrait sortir à l'automne,
et qui est déjà un produit phare du groupe, hein, c'est la friteuse avec une cuillerée d'huile. Là, l'avantage à nouveau de la connexion, c'est que ça va permettre de piloter l'appareil. Le consommateur aura quasiment plus rien à faire, en dehors choisir ses ingrédients, choisir sa recette sur son application, et la pâle, la vitesse de rotation de la pâle, la température, tout ça va s'ajuster automatiquement, à nouveau pour un résultat parfait. Il y a une cafetière aussi également connectée qui va sortir, là qui est un peu plus pour une autre cible, hein, puisqu'il en faut aussi pour toutes les cibles, et qui va permettre en fait de pouvoir programmer son réveil et son café en même temps. Et puis évidemment tous les autres produits phares du groupe vont sortir petit à petit. Une entreprise comme Seb, on est plutôt dans une phase de collecte, on commence à structurer, on n'est pas encore suffisamment dans la partie analyse et exploitation. Qu'est-ce que ça veut dire l'analyse et l'exploitation? C'est effectivement, récolter la data, d'accord, je sais que j'ai X foyers français, si à nouveau, hein, la data elle appartient, et ça je pense c'est un élément essentiel, elle appartient avant tout au consommateur. Donc soit il accepte de la céder, de la partager, soit il la garde et c'est sa propriété. S'il accepte de la partager, pour moi c'est une marque de confiance qu'il nous fait. Donc il faut qu'on lui accorde un service, il faut qu'on lui propose des services complémentaires. Donc ça c'est dans cette partie, ok, on collecte, on structure. Mais après, quel service? Alors il y a des services immédiats, j'améliore mon offre produit. Parce que collecter la data, ça me permet de savoir si par hasard mon produit, je ne sais pas, indique une erreur quelconque, ben, je vais pouvoir le savoir, je vais pouvoir rectifier le tir, je vais pouvoir l'améliorer. Ça peut être du service après-vente, améliorer parce qu'en temps réel, finalement, je sais que le consommateur a eu telle ou telle chose ou a besoin de tel ou tel conseil, je vais pouvoir lui apporter. Mais ça peut être également, dans le cadre d'une data derrière qu'on peut structurer et analyser et exploiter, c'est de lui dire je connais votre profil dans votre famille, je sais que vous avez un jeune qui a envie de s'entraîner à un programme de marathon, donc lui on va lui proposer des recettes plutôt pertinentes par rapport à son souhait de faire un marathon. Je sais par contre que monsieur fait plutôt attention en ce moment parce qu'il se dit bon, on va lui proposer autre chose, etc. Donc là on va avoir des services personnalisés qui vont pouvoir se proposer. J'ai envie de dire, ce sont des choses où on est en test and learn, on apprend, on est modeste, je pense que voilà.